Le sport est un aspect important de la manipulation des masses. Mais est-ce que les hommes le savent? La publicité également nous manipule, mais elle le fait d'une façon saine et claire, puisqu'elle annonce la couleur. Pendant ce temps, mesdames, messieurs, la mode est la méthode la plus irrésistible et la plus efficace de manipuler de grandes collectivités humaines. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce vendredi 19 mars de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Comme à notre habitude, nous allons continuer encore ce matin à décrypter et surtout à analyser l'information. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous parlons de la manipulation ce matin. Au cours du débat, eh bien, notre thème sera tout simplement peur, mensonge et distraction. Comment libérer les peuples de la manipulation? Peur, mensonge, distraction. Comment libérer les peuples de la manipulation? Car à la télé, il y a de la manipulation. Dans les informations, il y a de la manipulation. En regardant un match de foot, de tennis, il y a également de la manipulation. En regardant la publicité, il y a de la manipulation. Et tous les jours d'ailleurs, et ça fait, il faut le dire, des décennies, où les hommes du monde entier sont carrément manipulés. Bon réveil à toutes et à tous, bon début de week-end, Hotep à l'Afrique, Hotep au monde et bienvenue à cette autre édition de DBS Matin, la dernière du genre de cette semaine. Messieurs, nous sommes là ce matin avec le sujet qui nous intéresse, peur, mensonge et distraction. Comment libérer les peuples de la manipulation? C'est notre grande interrogation ce matin. Et mes invités sont là déjà. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir. Moi aussi, plaisir partagé. Bon début de week-end. À vous de même. Il y a tous nos amis qui nous regardent. À ma gauche, Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Longos. Je salue le docteur Yamtimba, que j'ai le plaisir de retrouver dans le cadre, n'est-ce pas, de ce plateau. Je salue, c'est lui que vous allez présenter tout à l'heure, qui est concret, qui est réaliste. Et je salue toute la chaîne de production de DBS La Matinale. Je vous salue. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, je salue tous ces afro-descendants qui nous regardent, qui de plus en plus justement participent au combat. Mon coup de gueule ce matin, Steve Longos, c'est un très gros problème. Nos apprenants dans les auto-écoles nous enseignent que le code Rousseau nous dit que la route c'est la chaussée et le trottoir. Et que les trottoirs, c'est pour les piétons, la chaussée, c'est pour les voitures. C'est ce qui est dit. Mais dans le contexte camerounais, j'allais dire nos agglomérations qui sont gérées par les collectivités territoriales décentralisées, eh bien, là où ça existe, les piétons n'ont pas de trottoir. C'est occupé par les véhicules, la chaussée, c'est occupé par les voitures. Et si un usager de la route vient garer sur le trottoir, eh bien, il y a les grands chevaux qui s'amènent, sabotent, et on envoie ça à la fourrière. Alors, la question c'est de savoir, finalement, où se trouve la place du piéton sur une route, et où se trouve véritablement la place des véhicules sur une chaussée. C'est une question fondamentale. Parce que c'est un constat que j'ai fait, qu'il soit un produit exécutif, un produit du législatif, ou du judiciaire, chacun là où se trouve, au lieu de travailler dans l'intérêt général, il travaille dans l'intérêt individuel, tout en créant des sources de conflit. Parce que c'est un constat que j'ai fait. C'est-à-dire, chacun, dans son cadre, dans son espace de pouvoir, crée plutôt des sources de conflit. Et je pense qu'un jour, ça va sauter. Un jour, ça va justement sauter. À se demander d'ailleurs pourquoi, quand vous parlez de cette histoire de voiture, Albert Anatole ici, ça me rappelle de ce que, bien, ces hommes et femmes qui travaillent en tout cas dans les collectivités territoriales décentralisées jouent maintenant les ping-pong dans les routes. Dès lors que vous êtes garé, on enlève votre voiture, on l'amène à la fourrière. Lorsque vous arrivez à la fourrière, vous avez une facture de 25 000 francs. Eh bien, on vous envoie quelqu'un qui vous dit, allez lui donner 75 000. On se demande bien. Je voulais quand même vous rappeler que très souvent, ces routes ne sont pas matérialisées. Là où ça existe, les routes, bien sûr, c'est pas matérialisé. On ne sait pas où est le parking, où on doit garer. On ne sait absolument rien. Où est la signalisation? Où est la signalisation? Mais pendant ce temps, il y a quand même certaines personnes qui veulent avoir 5 000 francs à 10 000 francs chaque matin.
Et s'ils font ça pendant 10 voitures, ça fait beaucoup d'argent. Et ils ne choisissent pas n'importe quelle voiture. Et pas n'importe quelle voiture, allez savoir. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à mes très chers amis et frères sur ce plateau. Oui. Vous avez le don de savoir attirer les lumières de l'esprit vers vous qui rejaillissent encore sur ceux qui nous écoutent et qui les édifient. Et donc je suis très heureux de... Vous voyez que je me suis tendu la poire de près. C'est pour absorber un peu mieux tout ce qui va être dit et tout ce que ces brillants esprits vont distiller. Donc, je me fais l'honneur toujours à chaque fois de me joindre à eux, comme à ceux qui ne sont pas là, pour non seulement m'édifier, mais édifier également tous ceux qui nous regardent depuis les États-Unis, la France, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, et ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est tant mieux pour la chaîne, c'est tant mieux pour vous, parce que c'est une aventure que vous avez créée. Oui. Il faut bien le dire, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Steve Jocelyn-Goss ce qui est à Steve Jocelyn-Goss. Vous avez eu le courage, vous avez eu la détermination et la foi de mettre sur pied cette très très belle aventure. Le train a pris son départ, nous l'avons pris en marche, et depuis le temps, je peux vous dire, et c'est pas moi qui vous l'apprends, que les wagons vont commencer à être insuffisants parce que les passagers de ce train sont nombreux. Alors, on ajoutera les wagons. Voilà, donc... il n'y aura pas d'éraillement. Voilà. Il n'y aura pas d'éraillement. Ça ne risque pas tant que les convoyeurs gardent le cap. Donc, merci une fois de plus de m'avoir invité et je suis à votre disposition. Merci d'être là ce matin. Belle moustache d'ailleurs. Hein. Oui, j'ai enlevé la barbe. Et donc j'essaye de changer un peu, que les téléspectateurs... C'est vous montrer que vous êtes quand même viril. Hein. Bon, on vous comprend. On dit souvent que les hommes à la moustache, c'est la virilité. Tant qu'elle est contente. Tant qu'elle est contente, bon, voilà. Nous sommes heureux. Voilà. Mesdames, messieurs, le sujet qui nous intéresse ce matin, peur, mensonge et distraction, comment libérer les peuples de la manipulation, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Peur, mensonge et distraction, comment libérer les peuples de la manipulation? C'est notre grande interrogation ce matin. Lorsque l'on cherche des techniques de manipulation sur Internet, on tombera forcément sur les 10 techniques de manipulation de masse dont l'auteur original reste un mystère. Certaines pistes proviendraient d'un document datant de 1979, retrouvé par un employé de Boeing dans un photocopieur acheté à une vente de surplus militaire à la base aérienne de McCord aux États-Unis d'Amérique. Ce document, armes silencieuses pour guerre tranquille, j'ai bien dit, armes silencieuses pour guerre tranquille, est décrit comme un manuel de programmation de la société et aurait été écrit par un groupe de réflexion. On peut considérer que ces stratégies sont sans doute appliquées dans les pays occidentaux depuis plus de 80 ans et sur le continent africain, eh bien depuis le début des années 60 et l'arrivée de la radio et de la télévision dans divers pays africains. Eh bien, parlons de cette technique de manipulation. La première, divertir le peuple. Tout est dans la définition du mot divertir. Il signifie autant amuser une personne que détourner son attention de ses préoccupations habituelles. La stratégie de la diversion est sans doute la technique la plus utilisée pour contrôler la société, pour contrôler les masses. La technique consistant à attirer et à capter l'attention du peuple avec des futilités pour éviter qu'il voit et réfléchisse sur des problèmes importants, sur des changements, des évolutions souhaitées ou opérées en douce. Cela va même plus loin en cherchant à empêcher le public à trop s'intéresser à des connaissances essentielles comme la science, l'économie, la psychologie et bien d'autres encore, et éviter ainsi qu'il en sache plus que ce qu'il devrait. Aujourd'hui, nous sommes inondés d'informations avec la télévision, la radio, la presse et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous devons faire face à une multitude de stimuli futiles et ludiques qui monopolisent et captivent nos sens et notre attention. Ainsi, cette musique et ce bavardage incessant
empêche tout simplement de penser mieux, de penser bien, d'y réfléchir et de se poser de bonnes questions. La seconde, c'est créer des problèmes pour offrir des soi-disant solutions. Oui, mesdames, messieurs. Cette technique de manipulation est relativement basique. Elle consiste à créer le problème pour susciter une réaction et inciter le peuple à demander la solution. L'avantage dans ce cas précis est que c'est le peuple lui-même qui demande et accepte la mise en place d'une solution. Imaginons que vous souhaitiez mettre en place des lois sécuritaires et donc liberticides, créer de l'insécurité et le peuple demandera plus de sécurité, quitte à accepter moins de liberté. Regardez tout simplement avec ce qui se passe avec le Covid-19. Créer une crise économique et le peuple demandera à être rassuré, quitte à accepter un recul de ses droits sociaux. Un autre avantage de cette technique est d'avoir l'opportunité pour le manipulateur de se faire passer pour un sauveur. Oui, à tous les coups, c'est à cela que les grands du monde jouent. Ils vous jouent comme étant ceux-là qui vont vous sauver. Pourtant, ce sont eux qui sont en train de vous enfoncer davantage. La troisième, avancer à petits pas. Comment faire accepter l'inacceptable à une masse? Eh bien, mesdames, messieurs, simplement en y allant progressivement. Oui, vous l'avez compris. Petit à petit et en prenant le temps s'il le faut. Il est effectivement plus facile de faire accepter par le peuple un licenciement de 100 personnes par an pendant 5 ans plutôt que 500 personnes d'un coup. C'est ce qu'on fait tous les jours d'ailleurs dans les entreprises. D'ailleurs, il y a encore quelques heures ou alors quelques jours, Albert Anatola ici parlait encore de ce barrage de Nachtigal. On joue à pile ou face, pourtant tout est arrangé pour que cela arrive ainsi. Surtout si le peuple n'est pas au courant du but final qui est de licencier les 500 personnes. Un changement brutal se fait au risque d'une révolution. Un changement progressif passe mieux et peut même passer inaperçu. Le passage en France à une économie libérale s'est fait sur une période de 10 ans au moins. Et les Français ne l'ont même pas su. Allez savoir pourquoi. Cette technique du petit pas ressemble à la technique du pied dans la porte qui consiste d'abord à faire une demande peu coûteuse au début pour que la personne s'engage et ensuite à demander plus. Un phénomène d'engagement secret et souvent la personne acceptera alors de donner plus. La technique de la porte au nez est une variante qui consiste à exagérer et demander d'abord beaucoup puis de se raviser pour faire une demande plus sérieuse et surtout abordable. La quatrième, c'est décider aujourd'hui et appliquer demain. On vous fait des promesses aujourd'hui, parfois des promesses qui ne seront pas tenues demain. Il est plus facile de faire accepter aujourd'hui une mesure impopulaire si l'application de celle-ci est prévue pour plus tard. En clair, le peuple accepte plus facilement un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. En effet, le peuple ne peut s'empêcher de croire que demain sera meilleur et que d'ici là, la mesure ne sera sans doute pas appliquée. L'avantage, il faut le dire, de cette technique est qu'elle laisse du temps au peuple pour se faire à l'idée du sacrifice nécessaire et de l'accepter avec résignation le moment venu. Et la cinquième pour terminer, on vous fait parler comme des enfants. Oui, c'est ce qu'on fait. On vous fait parler comme à des enfants. Cette technique fait appel à la suggestibilité. Lorsque l'on parle à une personne adulte en utilisant un ton et un discours comme si elle était un enfant, alors la personne adulte peut inconsciemment, dans certains cas, se comporter et réagir comme un enfant. En fait, les politiques, les chefs d'État et toute la grande masse, il faut le dire comme ça, qui est à la tête des États, prend souvent l'initiative de parler à leur peuple comme s'ils parlaient à des enfants. En fait, c'est eux les pères et le peuple, c'est tout simplement les enfants. En effet, si l'on vous parle comme à un enfant, on vous suggère implicitement que vous en êtes un. Et un enfant n'a que peu d'esprit critique. On vous fait donc comprendre, sans le dire, que le sujet est trop compliqué pour vous, cas du Covid-19. Que vous ne pouvez pas comprendre. Que vous feriez mieux de faire confiance et laisser les grands décider pour vous. Beaucoup d'hommes politiques commencent leurs argumentaires par « laissez-moi vous expliquer ». C'est leur terme. Au point que quelquefois, on a l'impression d'être pris pour un débile mental. Par ailleurs, la publicité utilise énormément ce ton infantilisant et cherche ainsi à vous ôter tout sens critique.
lorsque vous regardez une publicité, eh bien, on vous parle comme à des enfants. Autre chose, jouer avec les émotions plutôt que la raison. Cette technique est classique. Faire appel aux émotions permet d'éviter l'intervention de la raison et donc de notre sens critique. Elle associe étroitement une idée, un produit à une émotion. Si la publicité d'un produit suggère que son achat entraîne la joie à la maison ou celle de vos enfants, inconsciemment, vous n'achetez pas un produit, mais une idée de la joie à la maison implantée dans votre cerveau. En effet, en ce moment-là, les émotions sont la porte d'entrée à notre inconscient et donc à nos désirs, à nos pulsions, à nos comportements inconscients. Et ainsi, mesdames, messieurs, l'une des choses qu'ils font pour terminer, c'est vous maintenir totalement et entièrement dans l'ignorance. Le moins on en sait, le moins on est susceptible de se poser des questions et de remettre en cause l'ordre établi. Eh bien, mesdames, messieurs, l'objectif est donc de faire en sorte que le peuple, et notamment les classes inférieures, soient incapables de comprendre les techniques, les technologies et les méthodes utilisées pour les maintenir sous contrôle, voire dans l'esclavage. Le maintien de cette ignorance aurait donc aussi pour but de maintenir un fossé d'ignorance ou une incompréhension qui isolerait les classes inférieures des classes supérieures régentes et surtout régnantes. Et voilà pourquoi quelqu'un a déclaré un jour « Ignorant est un danger public ». Allez justement savoir pourquoi. Parce qu'on vous a manipulé tout au long de votre vie. Peur, mensonge et distraction. Comment libérer les peuples de la manipulation? Je me tourne vers vous, Paul. Et là, voilà le système dans lequel nous sommes depuis plusieurs décennies. Et le monde regarde sans rien faire. Alors, peur, mensonge et distraction. Le monde regarde sans rien faire depuis que les tenanciers de la grande boutique qui s'appelle Le Monde ont décidé de maintenir justement les peuples dans les géoles de la manipulation comme arme fatale pour mieux les orienter vers leurs desiderata. Et effectivement, partout où il y a l'émotion, la raison s'en va. Oui. Donc l'émotion, c'est l'ennemi de la raison. Et la peur, le mensonge et la distraction ont en réalité un impact direct sur l'émotion pour toujours qu'elle prenne de l'ampleur et que comme ça, donc, la raison puisse s'amenuiser et que les êtres humains qui deviendraient donc de façon systématique des êtres purement et essentiellement émotifs ne puissent plus avoir la moindre capacité à raisonner, le moindre sens critique et qu'ils ne se remettent jamais en cause ni en question et que du coup, ils gobent, ils avalent et ils plébiscitent tout ce qui leur est imposé et en fond de ce qui justement leur est imposé, leur pensée propre, comme si en réalité pensaient par eux-mêmes alors qu'ils ne sont que victimes d'une manipulation, d'une machination à haute échelle dont ils ne maîtrisent nul et pas du tout les méandres. La peur en fait c'est une arme extraordinaire et vous vous rendrez compte que aussi bien la peur, le mensonge et la distraction, tous ont pour ressort l'émotion. Et donc, actionner le levier émotionnel, en réalité, c'est maintenir, embrigader les peuples. Et donc leur faire accepter, leur faire subir, parfois, souvent de façon docile, tout et n'importe quoi. Ce tout et n'importe quoi que finalement, malgré le fait que ce soit à l'encontre et contre les intérêts des peuples, ces peuples en redemandent. Et donc, quand vous prenez la peur, mais la peur a de tout temps été l'arme fatale des manipulateurs et de ceux qui pensent être le monopole de la bien-pensance universelle et qui pensent détenir les clés de l'humanité en termes d'horizon indépassable du bonheur. Leur bonheur, selon leur contrat, selon leur imaginaire qu'ils ont décidé d'imposer comme ça dans les imaginaires collectifs et qui, de fait, malheureusement, sont reçus très favorablement par les populations, pensant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est de leur propre chef, que c'est de leur propre fait qu'elles résonnent, alors qu'en réalité, elles ne sont que ces populations-là des caisses de résonance de ce qu'on a décidé en bas lieu et en souterrain pour elles.
et surtout contre elle. La peur se décline en plusieurs sous-types d'armes et je veux convoquer principalement deux. Une qu'on connaît et qui est vieille comme le monde, c'est la guerre. Une autre qu'on connaît et qui est vieille comme le monde, ce sont les maladies. Une troisième, pour m'arrêter à ces trois-là, qu'on connaît également, c'est l'intimidation. Alors, de tout temps, les guerres ont été le moyen de s'aimer la panique, de s'aimer la zizanie. Et vous savez comme moi que la meilleure façon d'imposer une loi, d'imposer sa loi, d'imposer sa vision du monde et de faire régner donc l'hégémonie de façon perpétuelle, c'est le chaos. Dans une situation de chaos, on est prêt à s'accrocher à tout, à n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez cité l'auteur dernièrement. Quand on est en train de se noyer, on peut s'accrocher même à un serpent. Même à un serpent. Voilà. Augustin Frédéric Godola dit, il faut voilà, il l'a repris, mais l'auteur même, je pense que c'est un auteur anglais. Et donc, vous vous rendez compte que le chaos est la base de tout pour faire imposer n'importe quoi. Et donc, la guerre, dès que vous entendez des bruits de bottes, dès que vous entendez des coups de canon, la première chose, c'est quoi? C'est de se coucher sous son lit, c'est de voir sa vie s'arrêter, et vous êtes prêt à tout pour demander que la guerre s'arrête. Et donc, on a vu ça un peu partout. On a vu que ce soit un peu moins loin, de façon moins lointaine, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On a vu la guerre des sécessions. On a vu les guerres en Afrique, les guerres d'indépendance. Et jusqu'à présent, on observe bien que la guerre est toujours un moyen d'asservissement des peuples et de préservation des privilèges des oligarques. Regardez comment les Africains et les pays africains sont investis par des bases militaires. L'objectif, c'est quoi? C'est la peur, c'est de dire, c'est de faire crier les sirènes de la peur, justement, pour dire que éventuellement vous pourriez être attaqué. Donc, on est là pour vous protéger. Et comme ils sont là pour nous protéger, ça laisse libre cours, justement, pour piller les richesses, les matières premières, ainsi de suite. Donc, en réalité, la guerre est une arme de la peur qui est utilisée allègrement depuis toujours. Vous avez ensuite les maladies, mais quand vous êtes malade, dès qu'on vous dit voici le médicament, surtout si vous êtes à l'article de la mort, mais vous allez sauter sur ce médicament-là. Et ce médicament-là, justement, dans la société mondiale que nous vivons aujourd'hui, ça peut être justement votre poison. C'est-à-dire qu'on va vous présenter le médicament comme la solution ultime pour survivre, alors qu'en réalité, c'est pour vous achever. Et les cas sont légion. Quand j'ai cité la guerre et les maladies, regardez très bien, quand on parle de l'industrie de la guerre, quand on parle du business de la guerre, quand on vous parle de la National Rifle Association aux États-Unis, donc le lobby des armes aux États-Unis, c'est l'un des lobbies les plus puissants de la planète. Quand on vous dit que pendant les périodes où les présidents américains étaient des vats en guerre, comme sous Obama, comme sous George W. Bush et les autres, vous vous rendez bien compte que les États-Unis ont fait des chiffres d'affaires à l'international comme jamais auparavant. Sous ces présidents va en guerre là. Vous vous rendez compte que la guerre, c'est un business extrêmement lucratif. Et donc que c'est un moyen d'asservissement, de distillation de la peur, mais en fin de compte, parce que c'est la finalité, de génération de revenus à des échelles incroyables. Quand vous prenez les maladies, aujourd'hui, on a le Covid-19. La maladie, le Covid-19, comme la peste noire, comme le choléra, comme le paludisme, comme toutes les autres maladies, ont quoi en commun? Elles ont ceci en commun que ça distille la peur. Et quand vous êtes malade, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes prêt à tout pour guérir. Regardez tout ce qui se passe autour du Covid. Regardez la panique. Et la peur a aussi un objectif, c'est d'annihiler complètement la capacité de réflexion, la capacité de projection. Dès que vous avez peur, vous ne réfléchissez pas. Quand vous avez peur, vous êtes paralysé, pas que physiquement, vous êtes paralysé, vos neurones sont paralysés, vous êtes paralysé psychologiquement, physiquement, et vous êtes donc prêt à tout, à accepter tout et n'importe quoi pour que vous soyez libéré. Et on voit
précisément ça dans la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens porter des masques, libre à eux, je ne veux pas m'ériger en contre-mesure barrière, mais quand vous voyez des gens porter les masques, demandez-leur pourquoi ils portent les masques. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, on nous a demandé de porter les masques. Ouais. La peur empêche de réfléchir et la peur expose à l'acceptation de toutes les premières solutions, fussent-elles nocives et dangereuses pour soi-même. Quand vous voyez des gens se saluer en se tenant le coude, soit le coude, soit le poignet, vous leur demandez, est-ce que le virus n'est que dans la main, et une fois que vous fermez, dans la paume de main, et une fois que vous fermez, il n'est pas là. Ils ne vous répondent pas parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi ils le font? Parce qu'on leur a dit qu'il faut Donc en réalité, la peur rend servile, la peur rend vil même, la peur rend tout simplement esclave. Merci, parce que c'est l'expression. Et donc vous avez également le troisième point dans cette peur-là, vous avez l'intimidation. L'intimidation également, c'est vieux comme le monde. L'intimidation, c'est de vous dire, faites attention, si vous continuez dans cette voie, ceci va arriver, ça va jusqu'au meurtre, jusqu'aux assassinats. Vous n'avez qu'à regarder ce qui est arrivé aux présidents américains, les 4 qui ont été tués, en commençant par Abraham Lincoln jusqu'à John Fitzgerald Kennedy, et les 2 autres au milieu. Vous vous rendez bien compte que c'était les assassinats de ces présidents-là. Vous vous rendez compte qu'ils ont tous quelque chose en commun. C'est des présidents qui s'étaient opposés à une certaine haute finance internationale qui avait des plans bien précis. Oui. Et tous ont été assassinés. Mais ils ont été assassinés pourquoi? Pour servir d'exemple à ceux qui oseraient refaire la même chose. On a vu ça en Afrique avec tous les nationalistes à l'époque des indépendances. Vous avez Patrice Emery Lumumba, vous avez Thomas Sankara, vous avez tous les nationalistes. Vous avez récemment encore Kadhafi. Vous avez, quand ce ne sont pas des assassinats, ce sont des humiliations. Dès que vous avez des velléités de liberté et de réclamation légitime de ces libertés-là, on a vu l'humiliation avec Laurent Gbagbo. Et donc, l'intimidation consiste à montrer aux autres l'exemple de ce que vous ne devrez pas suivre, ce que vous ne devrez pas faire pour éviter que le pire vous arrive. Après, vous avez le mensonge. Alors, le mensonge, j'ai envie de dire, c'est le grand prêtre, en fait, c'est le grand prêtre de tout ce qui s'habille en robe bleue. Exactement. Et en tout cas, qui avance vers vous de la façon la plus insidieuse, de la façon la plus subtile, et qui, justement, c'est le loup, en fait, qui a bien en peau d'agneau, le mensonge. Parce que Joseph Goebbels l'avait dit, plus le mensonge est gros, plus il passe. Oui. Et donc, finalement, vous vous rendez compte que les populations, justement, du fait de la manipulation, se retrouvent en train de croire tout, et surtout n'importe quoi, du moment où c'est justement l'inacceptable qui devient l'acceptable, l'inadmissible qui devient l'admissible, parce que justement, c'est tellement gros qu'on se dit non, ils ne peuvent pas mentir jusqu'à ce niveau. Même si c'est vrai, c'est gros, mais ce n'est pas possible qu'on arrive à mentir jusqu'à ce niveau, donc c'est forcément vrai. Et donc, dans le mensonge, vous avez des canaux. Les principaux canaux du mensonge, c'est les livres scolaires, c'est les médias, on les appelle désormais les merdias, et c'est les politiques. Dans les livres scolaires, vous avez toute une panoplie de mensonges. On va vous raconter que l'homme descend du singe, on va vous raconter que Neil Armstrong est monté sur la Lune, pourtant on sait très bien que ça s'est passé dans un studio d'Hollywood. Ils insistent dans les dieux, hein. Il y a encore quelques temps, voilà. Dans les télévisions on va vous dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on va vous dire que l'esclavage et la colonisation ont été faits dans le seul intérêt des peuples africains parce qu'il fallait les sortir de leur barbarie et leur apporter un peu de lumière civilisationnelle de la grande Europe. Des lumières, on va vous raconter tout et n'importe quoi, et parce que c'est dans les livres, et parce que l'esprit des enfants est ouvert à tout, on va le gober, on va le recevoir. Vous avez les médias c'est leur champ de prédilection, le mensonge. Les médias, c'est l'instrument ultime de prédilection de la propagande, de pollution morale et mentale. Les médias vous disent tout et n'importe quoi, et les gens sont tellement embrigadés que quand vous demandez maintenant comment vous savez ce que vous dites là, parce que les gens vous parlent d'autorité comme si c'était venant d'eux-mêmes, ils vont vous dire non, mais tu n'as pas suivi, il y a tel média qui a dit ça. Non, quand même, le journaliste tel a dit ceci, le journaliste tel a dit cela. N'oubliez pas que vous, journalistes,
tu es très adulé, tu es très aimé, tu es très regardé. Mais je peux te dire que si tu ne fais pas attention, tu tomberas dans le piège et la tentation de gourou. Tu deviendras un gourou, oui, parce que on a dit, c'est quand même Steve Joselengos qui a dit, parce que justement, omnibulé par ton aura, par ta qualité de prestation, il suffit que tu dises une chose et ça devient parole d'évangile. Voilà comment, en fait, on formate les esprits et qu'on les embrigade et qu'on les oriente vers l'abattoir, tels des agneaux qui n'ont rien à dire. Et c'est l'agneau qui va vers l'abattoir, mais qui est heureux d'aller vers l'abattoir et qui en redemande de cet abattoir-là. C'est ça la population et c'est ça les conséquences de la manipulation. Et donc, vous avez enfin le troisième point, donc la distraction. La distraction, c'est partout. La distraction prend tellement de formes. La distraction, c'est vos problèmes de tous les jours. On s'arrange à ce que vous ayez le maximum de problèmes. On vous crée des problèmes. On vous crée des problèmes artificiels. Ça en sera... espérant vous trouver des solutions alors que vous n'en aurez jamais. Ça sera les impôts, une nouvelle taxe, un nouvel impôt. Ça sera pendant que vous passez... La location qui a augmenté. Exactement. L'eau et l'électricité. Exactement. Tout ça, ça rentre dans la distraction. Quand on vous parle de distraction, c'est quoi? C'est vous détourner de l'objectif. C'est faire diversion. Quand vous parlez par exemple aux gens, vous dites aux gens, le franc CFA, c'est quelque chose de grave pour nos économies. Ils vous disent que vraiment, je n'ai pas le temps de discuter. Moi, j'ai mes problèmes. Vraiment, je dois nourrir mes enfants. Parce que justement, on a ramené les populations et les peuples au basique, au manger, au boire, au dormir. Et dès qu'on vous affame, dès qu'on vous a soif, dès qu'on vous déloge, vous avez la seule concentration sur votre survie. Et non plus sur des problèmes réels qui sont à l'origine justement de tous vos malheurs. Et quand la distraction, c'est quoi? C'est pendant qu'on parle du CFA, qu'il faut absolument abolir parce que c'est une monnaie d'asservissement. Qu'est-ce qui se passe pour vous distraire, cher Steve? La BEAC annonce de nouveaux billets, de nouvelles coupures. Ah, mais c'est très beau. Et les gens vont se distraire en disant, wow, mais les coupures là sont jolies. Alors qu'en réalité, c'est juste de la distraction. Jolies, mais en réalité, ça ne rentrera pas dans leur poche parce que justement, ces personnes sont misérées à dessein pour continuer à faire des agneaux qu'on amène à l'abattoir. Et la distraction, c'est tout ce qui est musique, sport. Vous voyez des jeunes aujourd'hui, au lieu, ils pleurent qu'ils souffrent et qu'ils n'ont pas de travail, mais tout ce qui jonche leur discussion, c'est le Barça, c'est le Real, c'est non... le Paris Saint-Germain. Le PSG, tel joueur touche tant, Eto'o touchait tant, non, c'était le plus payé, non, c'était pas lui, c'était Ibrahimovic, non, c'était Mbappé. Voilà la distraction. Et vous vous rendez compte que la distraction passe toujours par les médias, parce que c'est eux qui distillent le maximum de diversion. Et posez-vous la question de savoir pourquoi les patrons des médias, les intervenants des médias, les acteurs médiatiques et les distracteurs sont parmi les mieux payés au monde. Regardez ce que touchent les chanteurs, les rappeurs américains et tout le reste. C'est parce que dans le concept des tenants et des tenanciers, de ceux qui pensent qu'ils détiennent la pensée qu'ils veulent unique et donc qu'ils l'imposent au peuple, et ceux qui réorganisent le monde selon leurs desiderata, savent que ces gens sont extrêmement importants. Allez voir les villas et les voitures, les carrosses et toutes les richesses des chanteurs américains. On vous fait rêver. Hein. C'est pour faire rêver, c'est pour distraire. Regardez les footballeurs. Regardez les basketteurs, regardez leur train de vie. C'est justement pour faire croire de façon fallacieuse aux gens que vous pouvez aussi adhérer à cela, mais en réalité, ça les détourne de leurs vraies questions existentielles et donc ça les met dans une sorte de marasme de distraction, de diversion. Et donc, Steve, la distraction, le mensonge et la peur sont des armes de destruction massive, d'avilissement des masses, d'embrigadement des esprits, de lobotomisation des cerveaux. Et malheureusement, vous avez des peuples qui en redemandent de cet asservissement. Vous avez les Zuckerberg, Bill Gates et tous les autres qui ont créé une panoplie d'applications justement pour toujours distraire un peu plus avec les téléphones, avec les ordinateurs, et donc on est concentré sur tout sauf sur l'essentiel. Et la solution enfin, c'est quoi la solution? Vous avez posé la question dans votre thématique, mais la solution c'est qu'il y ait, puisqu'on dit que les médias, et c'est prouvé, sont un des canaux les plus privilégié pour distiller justement ces mensonges, cette peur et cette distraction, c'est d'avoir des médias alternatifs qui justement
prêchent un autre évangile, sonnent un autre son de cloche et prennent des positions à contre-courant de ce qui est imposé de façon à faire prévaloir toujours la pensée unique. Et c'est enfin l'éducation. La refonte de notre système éducatif est essentielle pour reformater, reconsidérer, retirer le logiciel de l'avilissement de la servitude pour installer un nouveau logiciel, celui de la liberté. Albert Anatola, ici sur le continent africain, depuis que, il faut le dire comme ça, les leucodermes sont arrivés sur le continent africain, ils ont créé la peur en apportant des fusils. Plus tard, ils ont créé une forme d'éducation, éducation qui n'est pas totalement africaine, et en fait, ils ont passé la majeure partie du temps à mentir aux Africains, tout cela pour maintenir les peuples dans l'ignorance, pour mieux les manipuler. Aujourd'hui encore, nous sommes arrivés au 21e siècle, tout le monde a un téléphone portable. Et si vous perdez ce téléphone portable, vous avez l'impression que vous avez perdu toute votre vie. Là encore, une autre forme de manipulation, alors qu'il y a encore quelques décennies, on pouvait vivre sans téléphone portable. Oui, tout à fait. Après son brillant exposé, Paul a oublié quand même un vecteur très important de la manipulation, oui, de la désinformation, de la peur, l'Église. L'Église. Et je tiens à dire qu'il est très fort, parce que justement, c'était prévu, c'est un élément que j'avais. Allons-y, messieurs. La religion. C'est la religion. Parfait. Disons la religion. Prenons ça. La religion. Laissez l'Église, mais dites la religion. Oui. Allons-y. Il y a l'Église avec grand E. Oui. Il y a l'Église. Quand il veut parler, il parle de la religion. La religion. Je vous parle de la religion. Allons-y. Là, vous avez la notion du paradis et de l'enfer. Oui. C'est une grosse manipulation. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'ils ont... Vous savez qu'au départ, vous avez convoqué le peuple africain le peuple originel africain, oui, dans son environnement originel. Vous savez que le peuple africain, c'est par nature un peuple pacifique qui ne connaît pas la violence. Et quand les autres arrivent, quand le Codem arrive sur le continent africain, ils ont utilisé 3 piliers. Ils ont commencé par les hommes d'affaires, c'est-à-dire les marchands. Oui. Ils sont arrivés avec les pasteurs, c'est-à-dire l'église, les religions. Léopold avait demandé justement que l'Afrique soit infestée d'hommes d'église. Voilà, donc. Voilà. Voilà, donc. Alors, ils ont donc utilisé ces piliers-là, justement pour créer, pas seulement la peur, la psychose, mais surtout ce que j'appelle la désinformation, parce que quand vous êtes bien informé, vous avez un esprit critique, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, et ça rentre dans la culture. Ça rentre dans notre culture. Je voudrais prendre le cas qui est actuel, c'est le cas du Covid-19, puisque c'est d'actualité. Il faut quand même indiquer que lorsque vous agitez l'épouvantail de la perspective de la mort à quelqu'un, il peut être ses moyens de défense. Et je voudrais quand même vous indiquer que le fait que vous ayez peur de quelque chose, ou que vous ayez la psychose, vous entretenez la psychose par rapport à quelque chose, ça diminue votre système immunitaire. Ça, c'est important également de le souligner. Ça diminue votre système immunitaire, considérablement votre système immunitaire. Donc, chaque fois que vous avez peur, même quand quelqu'un de manière inattendue frappe à votre porte, vous sautez, votre système immunitaire diminue. C'est important, c'est prouvé scientifiquement. Donc, justement, il passe donc par là, parce que maintenant, qui sont d'abord les grands manipulateurs? Tout à l'heure, il a parlé des politiques, des religieux, c'est-à-dire les responsables religieux. Il parlait même des auteurs, parce qu'il y a aussi des livres qui manipulent, parce que la preuve, c'est que notre histoire, telle qu'elle a été écrite par les autres, ce n'est pas la véritable histoire. Ce ne sont pas les véritables faits. Donc, ça passe donc par là, on vous fait croire que c'est les autres qui ont la vraie civilisation, et que si vous faites ceci, vous aurez telles conséquences, c'est-à-dire qui va forcément aboutir soit à votre destruction, soit à votre mort. Donc, lorsque nous passons par là, eh bien, vous êtes obligé de laisser passer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire parce que vous avez, n'est-ce pas, perdu ou mis en berne votre esprit critique. Justement, pour revenir donc à votre question, oui, c'est-à-dire lorsque les Locodem arrivent, mais ils savent que ils ont un objectif précis, c'est-à-dire nous coloniser. Et nous coloniser, c'est pour rapport à quoi? Pour nos pays, pour piller nos ressources, pour nous asservir, pour nous assujettir. Il faut donc utiliser au moins 2 moyens. Soit la ruse, soit la force.
Et cela dépendait des circonstances. Ici, ils utilisaient la ruse. Là, ils utilisaient la force, c'est-à-dire soit la pendaison, soit le fouet, soit l'arme. Parce que quand vous regardez, par exemple, j'aime convoquer justement ce film-là, Racine, parce que Racine décrit effectivement l'histoire de la traite négrière et de la colonisation. On peut également oublier que Alex Haley nous a quittés encore il y a quelques semaines. Ouais, j'aime beaucoup plus convoquer les téléspectateurs à regarder ce film, parce que c'est relativement ça, ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'histoire, n'est-ce pas, du malheur du nègre, de l'homme noir. C'est-à-dire la peur, l'aliénation, la déculturation, c'est-à-dire l'envahissement culturel. C'est un peu cela. Lorsque vous demandez, quelqu'un vient, il porte le nom de Kutankinte. On dit que désormais vous allez vous appeler Toby. Il dit non, je m'appelle Kutankinte. On lui impose que s'il ne dit pas qu'il s'appelle Toby, c'est le coup de fouet qui continue, n'est-ce pas, à arracher sa peau. Ça veut dire qu'ils ont utilisé la violence. Oui. Et lorsque vous dites à votre enfant, qui est assez têtu ou désobéissant, que vous allez utiliser le fouet, mais il se range. Parce qu'il a peur du fouet. La bastonnade. Je crois donc que ce sont ces méthodes qui sont utilisées, mais davantage également, comme c'est devenu très subtil, parce que là, moi, je voudrais parler du rapport entre l'Afrique et les autres, oui. C'est-à-dire l'Occident. Ils utilisent désormais justement la peur, la psychose, la manipulation et la désinformation. Ça, c'est important. Ce matin, je regardais une émission dans une chaîne africaine où il y a un auditeur, j'ai dit un téléspectateur, un invité qui parlait, qui fait l'inventaire des statistiques macabres causées par certaines pandémies ou bien certaines pathologies. Et dans cette comptabilité macabre, il nous revient qu'en réalité, le Covid fait moins de morts que le cancer. Mais pourquoi est-ce qu'on en fait un random? Le paludisme, ça fait plus de morts que le Covid. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas autant de random autour du Covid? Parce que justement, derrière, il y a de la manipulation. Il y a de la psychose. Il faut entretenir la psychose. Et la plupart du temps, les gens qui ont justement peur, qui peuvent être susceptibles d'être dans la psychose, ce sont soit des plus jeunes, soit des gens plus âgés. Oui. La preuve, c'est qu'en France, par exemple, en tout cas en Hexagone, ou en Occident, la plupart des victimes, ce sont des personnes âgées parce qu'il y a la psychose, il y a la peur de mourir, il y a la peur de ci, il y a la peur de ça. Je pense donc que, puisque nous avons une responsabilité d'éveil, j'allais dire de formation et d'éveil africain, il est important que les Africains sachent qu'ils doivent avoir et cultiver leur sens critique, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir tout ce qui vient. C'est fondamental. Et il faut qu'ils apprennent à lire. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, il a parlé des instruments de la diversion. Oui, beaucoup de diversion, c'est-à-dire qu'en réalité, des distractions. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les masses médias, vous avez tout ce qui est le football, vous avez toutes ces discussions au quartier, les rencontres de football, les jeux de cartes, ce que vous voulez. Ça participe de la distraction. Or, la preuve, c'est que même comme nous sommes en train, chez l'étude matin, on se lève très tôt pour justement remplir notre engagement. Vous avez certains esprits qui vous disent qu'il parle, et puis ça va changer quoi. C'est donc ça, l'Africain. Parce qu'ils pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est difficile. Nous sommes en train de rien faire du tout, hein, voilà, pour certains d'ailleurs. Absolument pour certains. Voilà. Il y a quelque temps, j'ai informé certains spectateurs qui occupent l'emprise ferroviaire que bientôt et très bientôt, ils vont être déguerpis. Il y en a qui n'y croient pas du tout. Pourquoi? Parce que ils sont comme ça. Mais c'est quand on va vouloir, il va falloir qu'on vienne les casser. Quand le monde qui vont se plaindre. Qui vont se plaindre. Qui n'ont pas été sommés de parti, ils n'ont pas été informés. Donc, c'est de ça qui alors qu'ils savent pertinemment que l'emprise sur laquelle ils se trouvent aujourd'hui est interdite. Voilà. Donc, je pense que il va donc falloir, à mon sens, revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire se réapproprier d'abord notre sens critique. Ensuite, cesser de nous alimenter dans la distraction, de baisser dans la distraction, j'allais dire, mais surtout, ne pas trop croire que c'est ce que le blanc dit qui est vrai, mais ce que le noir dit n'est pas tout exact. Merci beaucoup Albert Anatole ici. Docteur Yamin Timba, il faut également préciser que sur le continent africain aujourd'hui,
il y a énormément de distractions. Le football est devenu la meilleure de toutes les causeries. Les séries à l'eau de rose font partie du quotidien de toutes les jeunes femmes, des jeunes mamans qui sont à la maison. Et sans oublier qu'aujourd'hui, les jeunes, la majeure partie, écument d'ailleurs les boîtes de nuit, les bars, les snack bars, il faut le dire comme ça, pour ingurgiter des litres, des quantités d'ailleurs hein, de fûts, de bière. Écoutez, il y a quelque chose qui se discutait dans les années 50 et qui aujourd'hui est très vite oublié. Les gens se demandaient à quoi ressemblerait notre société d'aujourd'hui. Oui. Et l'une des conclusions, l'une des réflexions les plus intéressantes était celle d'un futurologue qui disait, de toutes les façons, en intensifiant la consommation, on arrivera à mieux contrôler les peuples. Oui. La société de consommation dans laquelle nous nous trouvons a pour objectif justement de reconstruire la fameuse société grecque de l'Antiquité. Vous avez un petit groupe d'hommes libres et puis vous avez une masse d'esclaves. Alors, quand on sait cela, on va forcément faire très attention à une discussion que Vladimir Poutine a eue avec des élèves à Sochi juste avant les Jeux olympiques de Sochi. Dans le cadre d'un programme scientifique et d'excellence scientifique et sportive qu'il a lancé en Russie et qui s'appelle Sirius. Alors il y a une jeune femme qui lui demande à quoi est-ce qu'il s'occupe, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. Et il lui dit il n'a pas de temps libre. C'était un peu bizarre, quelqu'un qui n'a pas de temps libre. Oui. Il dit qu'il n'a pas de temps libre si l'adolescente le comprend dans le sens où j'ai du temps et je ne sais pas quoi faire. Donc je vais me décider spontanément, je vais sur les réseaux sociaux, je vais peut-être aller rendre visite à un ami, ou je vais aller regarder un match de foot. Non, son temps n'est pas organisé comme ça. Il a du temps dédié pour un certain nombre de choses. Et là-dedans, il a du temps pour ses amis, il a du temps pour lire, il a du temps d'abord pour diriger la Russie, mais il a aussi du temps pour discuter avec ses partenaires, avec les médias, avec tout le monde. Donc tout est organisé. En fait, dans la réponse de Poutine, ce que j'ai retenu, c'est l'idée que si vous êtes organisé, vous n'êtes pas distrait. Et la question de l'organisation est une question fondamentale, à la fois pour une vie personnelle que pour une vie collective. Aujourd'hui, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que nous devons nous rassurer clairement que lorsque vous avez un peuple déstructuré, lorsque vous avez un peuple qui n'a plus de repères, lorsque la perspective historique d'un peuple a été complètement désorganisée, ce à quoi vous faites face, c'est que vous avez un peuple qui ne sait pas utiliser son temps, qui est la ressource fondamentale dont nous disposons. Oui. Mais pourquoi est-ce que je vais vous parler de temps alors que vous êtes en train de me parler de peur, de mensonges et de distractions? Parce que le temps est ce dans quoi nous logeons toutes ces choses-là. Au fond, à partir du moment où nous avons organisé le temps, à partir du moment où nous avons structuré le temps, donc à partir du moment où nous sommes organisés et structurés, en fait, notre temps ne va plus servir à tout et à n'importe quoi. Et les stimuli extérieurs qui vont nous parvenir vont à chaque fois être tamisés par cette organisation. Oui. Et c'est de cette manière uniquement que nous arriverons à ne plus nous, à ne plus nous retrouver pris dans la distraction, dans la peur ou à absorber les mensonges. Oui. La vérité est que au fond de nous, nous avons un certain nombre de dispositions strictement naturelles. Et ces dispositions sont de telle sorte que si nous sommes stimulés d'une certaine façon, nous réagissons d'une manière connue. Et aujourd'hui, les sciences sociales et les sciences humaines ont réussi à donner à l'humanité, ou tout au moins à ceux qui sont les auteurs de ces phénomènes, la capacité de provoquer certains types de réactions. Et si vous avez la capacité de provoquer ces réactions-là, en réalité, vous contrôlez les gens.
celui qui contrôle vos émotions, celui qui contrôle vos réactions, vous contrôle. Oui. Et il contrôle donc la société s'il est capable de contrôler les différentes réactions ou les stimuli qui peuvent être adressés à cette société et les réactions qu'on peut en avoir. La meilleure façon aujourd'hui, c'est d'anticiper. En fait, c'est de créer un environnement et un contexte social, une conjoncture sociale, mais également une plateforme sociale qui est telle que on puisse mener les gens à un comportement uniforme. Par exemple, vous êtes tous censés le matin au petit déjeuner manger du pain. Oui. Mais cette règle-là, c'est quoi? C'est quoi cette affaire? Qui d'ailleurs a institué cette règle? Et qui a même l'autorité de définir une telle chose? Mais là, tout le monde, le matin à 7 h, vous dit je veux faire prendre mon petit déjeuner. Qui vous a dit que c'est obligatoire, que c'est impératif pour notre vie? Tout le monde va vous dire ouais, il faut absolument que je mange à midi. Qui vous a dit que c'est impératif? Tout le monde va vous dire je dois absolument... Il y a des gens qui vont vous dire ah, si je ne vais pas à l'église le matin du dimanche, je vais aller en enfer. Oui. Qui définit ce genre de choses? Si je ne fais pas mes 5 prières de la journée, je vais me retrouver en enfer. Qui vous a dit ça? En réalité, l'idée est de créer une répétition d'un certain nombre de choses de telle manière que les gens deviennent tout simplement des automates. Et lorsque vous avez une société constituée d'automates, les gens n'ont même plus la capacité de s'élever jusqu'à un certain niveau. Non plus la capacité de réfléchir. Non, pas du tout. Vous utilisez deux techniques. L'une des techniques utilisées par exemple par l'État du Cameroun pour contrôler les gens à la fin des années 80, début des années 90, c'était de s'assurer que les gens sont maintenus dans la quête de la satisfaction des besoins de base. Manger, boire, dormir. Manger, boire même c'est beaucoup. Manger, se loger quelque part et puis se soigner. Oui. La conséquence c'est que ça ne vole plus très haut. L'une des périodes les plus sombres sur le plan intellectuel dans notre pays, c'est les années 90. Vous trouvez très peu d'élévation intellectuelle parce que les gens étaient comprimés, ramenés, complètement stocked. Les Anglais disent stocked, c'est-à-dire tenus uniquement à chercher de quoi manger, même à la limite. Oui, de quoi manger, ou se loger, se soigner, faire très attention. Et vous allez voir que c'est l'une des périodes pendant lesquelles également on a eu beaucoup de problèmes, une forte régression sur le plan académique, scolaire et académique. Parce que c'était la seule façon de pouvoir contrôler les masses. Donc, vous avez ce genre de choses qui contenaient donc à la fois, on vous a menti parce qu'on vous disait que il y avait une crise économique, qu'il y avait le franc CFA, il y avait une dévaluation et que en réalité on n'avait pas le choix, on ne pouvait que dévaluer. On vous a raconté que il y avait les vents d'Est. Je ne sais pas de quel vent d'Est on a toujours parlé dans notre pays, alors que déjà dans les années 86-88, il y avait une réorganisation politique dans ce pays et les vents d'Est, ça viendra en 89. Donc vous avez toute cette manipulation de l'esprit et des gens. On va fermer l'Institut des sciences humaines qui va faire que la connaissance profonde de notre société ne va plus être entretenue et ne sera plus à la disposition de tout le monde. Et vous aurez également un certain nombre d'éléments qui vont faire que notre société va se retrouver dans une situation de torpeur. Par exemple, il y avait des risques de guerre. Il y avait cette peur de la guerre. Les gens pensaient qu'une guerre civile allait éclater et donc on n'a pas pu voler très haut. On est toujours dans le même contexte aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé et c'est la raison pour laquelle on a une constitution médiocre. Oui. On a une constitution médiocre, on a une organisation de l'État anachronique, parce qu'en fait, rien n'a vraiment changé. Vous avez l'impression que les lois coloniales sont restées, alors que la période des années 80-90 aurait dû être la période de toilettage qui nous aurait permis de construire la nouvelle République. On n'y est pas allé. Et vous allez avoir donc beaucoup de choses, comme par exemple, on va vous dire, on a dévalué le franc CFA. Le pays auquel appartient le franc CFA a fait croire aux gens qu'on n'avait plus de réserve de change, qu'on ne pouvait plus rien faire, que notre compte d'opération était vide. Qui a vérifié? Personne. Qui a vérifié? Personne. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé, mais on a quand même dévalué. Le propriétaire a dévalué ça. Unilatéralement. Et nous avons eu des dizaines de milliers de morts dans notre pays, parce que le génocide, les génocides, on va vous dire, il y a eu le génocide rwandais, mais le génocide qu'il y a eu dans ce pays dans les années 90 à cause de la dévaluation du franc CFA, on n'en parle pas. On n'a même pas encore commencé à en parler. Mais il y a eu des dizaines de milliers de morts, peut-être même des centaines de milliers de morts dans ce pays parce qu'il n'y avait même pas
il n'y avait même pas de comprimés, les petits comprimés contre le paludisme dans les hôpitaux, à cause de la dévaluation du franc CFA. Parce que dans ce pays, vous avez eu des gens, des parents qui sont morts parce que leurs enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Vous avez eu tellement de femmes qui sont tombées dans la dépression parce que le mari ne pouvait plus assurer à la maison. Et vous avez eu la prostitution qui s'est généralisée et qui a fait qu'il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de nos sœurs qui sont décédées de sida, décédées de maladies sexuellement transmissibles, à cause de la prostitution, parce que la vie était difficile, alors qu'on nous a menti sur le franc CFA et sa dévaluation. Vous êtes dans une situation où tout cela vient d'une chose simple. Encore, je vous dis, c'est la maîtrise du temps. Nous ne maîtrisons pas notre temps. C'est les autres qui décident de quel est notre temps. C'est pas nous qui avons décidé qu'à telle période, il faut dévaluer. C'est pas nous qui avons décidé qu'en 92, il y ait des élections. Donc finalement, on est manipulé à gauche et à droite. Non. En fait, si vous dites on est manipulé, ça veut dire que nous sommes dans une situation d'existence qui fait que nous sommes dans une interaction responsable avec les gens. Oui. Et quand vous êtes dans ce type d'interaction, il y a quand même un instant T où vous aviez la capacité de prendre une décision éclairée. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. En réalité, les gens ont structuré le temps pour nous depuis près de 600 ans et ils continuent simplement. Donc c'est juste répétitif. C'est répétitif. En réalité, on vous dit en 1454, vous n'avez pas d'âme, vous êtes des esclaves depuis des millénaires. On évangélise votre cerveau, etc. Et donc finalement, à un moment donné, vous réagissez aux stimuli de la manière dont les autres veulent bien que vous réagissez. Ils vous ont conditionné. Donc aujourd'hui, vous me demandez comment est-ce que notre société fonctionne, comment elle est structurée. En fait, elle est complètement une société qui n'a pas de prise sur le temps. C'est une société qui réagit à ce qui se passe ailleurs, qui n'est pas une société qui réagit en fonction de ses propres initiatives. Jean-Marc, il a appelé cela l'initiative historique. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui sur l'idée sur toute la problématique de l'initiative historique, mais le fait est qu'il avait touché un point essentiel, à savoir qu'il faut restaurer l'initiative, il faut reprendre l'initiative historique. Et quand vous dans l'expression initiative historique, vous comprenez bien la maîtrise de l'histoire. Oui. Or, qui dit maîtrise de l'histoire dit fondamentalement, c'est pas construire les routes, c'est pas construire les autoroutes ou les universités ou les grandes maisons. Fondamentalement, c'est maîtriser le temps. Et tous ceux qui vont instiller la peur en vous, qui vont vouloir contrôler tout ce que vous faites, qui vont vouloir à un moment ou à un autre s'assurer de votre docilité, oui. Ce qu'ils contrôlent en fait, c'est votre temps. C'est le contrôle du temps. Après, si vous pouvez contrôler votre temps, vous contrôlez plus aisément l'espace. Donc, les gens nous ont simplement... Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes... Là, je préfère parler de l'Afrique. Hein, je veux pas on parle de l'Afrique, on parle pas de l'Europe, on parle de l'Afrique entièrement. En tout cas, subsaharienne, est dans une situation de contrôle, c'est-à-dire que d'une situation où elle ne maîtrise pas le temps qui passe. Elle ne maîtrise pas son temps. Son temps est pris en otage par certains et il subit. Notre peuple suit, notre peuple subit, alors qu'en réalité, si nous reprenons les choses en main et que nous reprenons la maîtrise de notre temps, nous allons avoir de l'initiative, nous allons orienter les choses telles que nous le voulons, nous allons complètement penser la meilleure façon de construire notre pays. Et vous allez donc voir que, au fond, ce qu'il faut retenir dans le dialogue que nous pouvons avoir avec certains nombre de grands hommes, dans d'autres pays, c'est par exemple que lorsque Poutine parle de l'organisation, il vous dit j'ai du temps dédié, je fais ci, je fais ça. Il est le maître de son temps. Il est le maître de son temps. Donc il dit telle chose est dédiée à ça, tel moment est dédié à ça, tel moment est dédié à ci, tel moment est dédié à ça. Quand vous avez une telle organisation, c'est vous qui décidez de où vous allez et il se produit un phénomène extraordinaire. Vous filtrez systématiquement tous les stimuli et vous réagissez non pas en fonction de ce que l'autre veut ou pense, mais vous réagissez en fonction de vos seuls intérêts, de vos seules attentes, de vos seuls idéaux. L'image qui est derrière vous de ce jeune homme qui balance un caillou, au fond, à quoi réagit-il? Il y a quelque chose d'inconscient qui est une certaine soif de liberté, mais il ne réagit pas exactement selon ce qui lui est inconscient. Là, il réagit parce qu'on a implanté au même niveau de cet inconscient qui couvre ce que lui veut vraiment. Oui. On a implanté une pulsion, déshumanisation totale, oui. Qui fait qu'au fond, il réagit en disant, mais je sens confusément que je ne suis pas libre, mais qu'est-ce qu'il veut bien mettre dans le terme de liberté? Donc,
Comment on va libérer les masses? On va libérer les masses aujourd'hui en revenant à notre société traditionnelle. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, vous basez tous vos comportements sur la science. Aujourd'hui, le comportement de la plupart des gens n'est pas basé sur la science fondamentale, la compréhension mathématique de l'univers, mais est basé plutôt sur des stimuli consuméristes qui vous disent tous les jours, à chaque instant, qu'est-ce que vous devez consommer. Lorsque vous parlez des telenovelas, c'est des métiers. En fait, on peut avoir des telenovelas, on peut avoir des matchs de football, on peut avoir des films, on peut avoir tout ce qu'on veut. Le problème, c'est avons-nous décidé du temps qui est dédié à chacune de ces choses. Lorsque nous décidons du temps qui est dédié à chacune de ces choses, au fond, toutes ces stimuli n'ont plus le même impact sur nous. Mais pour que cela soit fait, il faut que vous et moi ne parlions plus français. Vous et moi ne doivent plus parler français. Il faut qu'on parle une de nos langues locales. Il faut que nous n'utilisions plus le franc CFA dont parlait Paul-Éla. Il faut plus du tout, ici en parlait, que l'école qui a été instaurée chez nous soit l'école qui projette la vision du monde des autres, oui, mais que ce soit en réalité notre propre manière de transmettre les connaissances. Donc, à partir de là, vous êtes dans une situation d'indépendance, de liberté. En fait, il faudrait que toutes nos activités politiques, économiques, sociales, culturelles soient elles-mêmes fondées sur la liberté, pour qu'elles soient des actions libres et des actions de promotion qui vont promouvoir de la liberté. Mais à partir du moment où ce sont des actions fondées sur la domination ou sur des rapports de domination coloniale, on reste esclave. Nous resterons dans ces rapports-là et évidemment le but des autres, c'est de nous constituer comme un lumpen prolétariat dont parlait Marx, ou de nous constituer comme tout simplement une masse d'esclaves dont le but de l'existence sera tout simplement de permettre que eux ils vivent en homme libre comme ils le souhaitent. Paul-Éla, pendant ce temps, il faut quand même pas oublier que sur le continent africain, tout ce que nous copions vient entièrement et totalement de l'extérieur. Ça ne vient pas entièrement et totalement de l'Afrique. Tout ce que nous copions vient de la télévision, de la radio, de ce que nous regardons dans les films, de ce que, il faut le dire également, nos femmes regardent dans les telenovelas. Je parle bien sûr des séries à l'eau de rose. Là aussi, ça prend quand même l'initiative de formater notre propre français, notre pensée. Absolument, absolument, Steve. Et moi, j'appelle ça la zombification de l'humanité. Parce que en réalité, quand vous vous souvenez des films d'horreur, des zombies, c'est des êtres, si on peut encore les appeler comme ça, qui allaient dans un sens comme dans l'autre, juste à la recherche de ce qui pouvait les maintenir debout, c'est-à-dire du sang. Et donc, sans aucune pensée autonome, sans aucune réflexion, sans aucune hauteur de l'esprit, et donc tout simplement une masse de chair qui va et vient comme ça, balancée de gauche à droite par les vents de toutes sortes de manipulations. Et donc la zombification ou la robotisation de l'humanité, c'est ce dans quoi on est de façon factuelle, de façon empirique, c'est ce qu'on vit. Parce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, quand les gens prétendent penser par eux-mêmes, en réalité, ils ne pensent précisément pas par eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une sorte de grand fast-food dans lequel, en fait, le plan emporté, c'est des prêts à penser. C'est-à-dire qu'on a conçu une manière de penser, on a organisé, on a formaté nos cerveaux pour les orienter d'une certaine manière, et on prend juste le package de ce qu'on a pensé pour nous, et on se l'approprie comme si c'était nous qui avions conçu ce modèle de pensée, alors qu'en réalité, on ne fait que de la répétition, du bis repetita, de ce que d'autres ont voulu pour nous. Et donc, du coup, on ne se définit plus par rapport à nos priorités, on ne se définit plus par rapport à nos valeurs, dont on ne sait même plus lesquelles elles sont. On ne se définit plus par rapport à notre culture, qui est totalement dévoyée au profit des sirènes culturelles étrangères. On ne se définit plus par rapport à nous-mêmes. On se définit par rapport à ce que d'autres ont pensé de nous et pour nous. Et on s'en accommode de façon servile. Et on raisonne comme si on raisonnait venant de nous, alors qu'en réalité, c'est un raisonnement importé. Donc, c'est ça le prêt à penser, c'est ça le fast-food de la pensée vers lequel nous tous on se rue et vers lequel en fait, lequel fast-food nous produit une pensée qu'on consomme allègrement et dont on en redemande
de tout ce qui provient de ce fast-food de la pensée-là. Oui. Et donc, on est tous sauf nous-mêmes. On n'est même pas les autres. On n'est personne. Parce que quand vous essayez de singer l'autre, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Mais quand vous essayez de singer l'autre, vous n'êtes pas non plus l'autre. Parce que vous ne serez jamais exactement ce que l'autre est. Et vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Et quand vous n'êtes personne, vous êtes donc balayé par toutes sortes de vents. Et vous êtes donc comme ça à la rue, en réalité, de la culture, de la société. Et vous n'existez pas. Et je veux rebondir, pardon, sur ce que Anatole Alissi a dit, parce qu'il m'a tendu la perche, c'était un oubli. En quelques temps, je vais parler de la religion, mais ce n'est pas parce que je fais une fixation sur la religion que j'ai quelque chose de particulier contre ceux qui sont les adeptes de la religion. Mais c'est parce qu'en fait, la religion est typique de ce que elle rassemble les trois phénomènes dont on parle tout à l'heure. La peur, le mensonge et la distraction. Oui. La religion et la peur, j'ai envie de dire que c'est comme Paul et Pierre. Parce que en réalité, là, je ne parle pas de spiritualité, parce qu'il y a une confusion totale et généralisée entre religion et spiritualité. C'est deux choses totalement différentes. Pendant que la religion suppose, la spiritualité c'est. Pendant que la religion, c'est un contrat d'adhésion, la spiritualité, c'est un contrat synalagmatique avec l'être suprême. La religion, en fait, c'est un ensemble de dogmes auxquels vous adhérez, qui ont été pensés à l'avance par d'autres, et que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas modifier. Vous adhérez servilement parce qu'on vous a dit, voici les préceptes, voici les dogmes, voici les conditions pour être sauvé. Et donc, vous adhérez là-dedans. Pendant que la spiritualité, c'est une relation personnelle avec un être suprême en qui on a une confiance et avec qui on fait des plans par rapport à sa vie de façon libre sans qu'il n'y ait un intermédiaire. Donc, la peur au niveau de la religion, c'est justement le brandissement de l'enfer, du diable, de tout ce qui permet de conditionner. On est là. Oui, on vous suit. Mais cette même religion a utilisé les pires mensonges, parce que je vous rappelle que quand on parle de l'esclavage aujourd'hui, de la colonisation, le 15e siècle, 1454, Nicolas V, la correspondance qu'ils envoient aux esclavagistes, c'est quoi? C'est asservissez-les. C'est ils ne sont pas des humains comme vous, ils n'ont pas d'âme. C'est justement ça la religion. Ils vont vous permettre et vous allez pouvoir les sauver. Quand on lit le discours abject de Victor Hugo au XVIIIe siècle, qui dit voilà, l'Afrique n'existait pas et la lumière de l'Occident, de l'Europe, a fait exister l'Afrique parce qu'avant ce n'était pas des hommes, aujourd'hui c'est des êtres humains, ainsi de suite. Et quand on sait qu'à l'époque justement le pouvoir et tous les grands littéraires étaient en même temps très souvent des religieux, et on voit bien que la religion a prospéré de façon suffisante dans le mensonge. Et puis la distraction. La distraction c'est quoi? La distraction dans la religion c'est justement que on ne se pose pas de questions. C'est interdit de se poser des questions. Il y a même des moments où vous savez très bien dans certaines religions dites du christianisme, on vous dit vous ne pouvez pas lire la Bible parce que vous n'allez pas comprendre. Il y a un temps en tout cas pour ça. Et bien sûr, il n'y a que le prêtre qui peut vous expliquer. Si ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est quoi? Mais vous avez des gens qui acceptent cela docilement. Demandez un peu pour vous dire à quel point la religion, c'est de la distraction. Demandez à n'importe qui, dans n'importe quelle religion, que ce soit l'islam, la religion catholique et toutes les autres, protestantes, ce que vous voulez, demandez-leur pourquoi vous faites partie de cette religion. Ils vont vous dire parce que mon père était là-dedans. Ils vont vous dire et pourquoi votre père? Mais parce que son grand-père. Donc, voilà la réponse qui montre bien que la réflexion est annihilée, que l'esprit critique est totalement mis en veilleuse et que la remise en question n'existe pas. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il fait une chose, mais qu'il le fait quand même, alors il y a un vrai problème qui se pose. Et c'est précisément ça la religion, d'orienter, d'amener, d'embrigader et de faire suivre un chemin vers lequel, un chemin que tu ne connais pas, un chemin qui a un aboutissement que tu ne connais pas, mais en plus, ça fait en sorte que les adeptes de ces religions soient totalement distraits, puisque la moindre chose qui demande de l'effort, qui demande de la réflexion, la solution c'est quoi? La prière, le jeûne et les chants. Regardez comment tout le monde réagit face à une situation. Ouais, c'est très dur, vraiment, le franc CFA, vraiment, le Covid, vraiment, il faut qu'on se libère, vraiment, il faut que nos économies... Non, le Seigneur va nous aider. Non, 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 gars, par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Non,
c'est totalement faux. C'est des choses qu'on nous a imposées, un raisonnement qu'on nous a imposé. Parce que vous pouvez aller dans vos religions, mais en fait ne pas faire abstraction de votre capacité intellectuelle et votre capacité de remise en cause. Donc, il est important que nous sortions de cette zombification, de cette robotisation, de ce fast-food dans lequel les plats c'est des prêts à emporter et des prêts à penser. Et enfin, commencer enfin, et c'est ça le message que j'ai pour l'Afrique, nos chefs d'État, nos dirigeants, nos intellectuels réels ou supposés, nos intellectuels de canapé finalement, et nos intellectuels à vide de poste, parce que finalement, comme Yam Timba disait tout à l'heure, en réalité, dans les années 90, ce qui s'est passé, c'est que on a mis en veilleuse tout ce qui était auteur de l'esprit pour entrer dans les bassesses, en fait, de la chair et des envies charnelles, justement. Et du coup, on se retrouve avec une panoplie. On a encouragé la médiocrité. Exactement. C'est ça aussi une autre manipulation. Exactement. Et on se retrouve avec une panoplie de diplômés, docteurs, professeurs, qui écument les plateaux télé, qui se font appeler des intellectuels, mais qui n'ont absolument rien d'intellectuel. Et pour reprendre l'image que quelqu'un m'a donnée dernièrement, Kwame, en réalité, ce sont des ânes sur lesquels on a entassé un ensemble, une montagne de livres. Mais en réalité, quand vous mettez des livres, une montagne de livres sur des ânes, sur un âne, en réalité, il ne reste pas moins, il n'en demeure pas moins un âne, malgré tous les livres qui sont sur son dos. Donc, on a beaucoup, malheureusement, de pseudo-intellectuels qui sont en réalité des ânes chargés de livres, mais qui en réalité ont donc une connaissance purement livresque, mais qui n'a rien à voir avec l'intelligence situationnelle et qui reste dans l'émotion au lieu de faire recours à la raison. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, on parle toujours de cette manipulation. Ces grandes masses, ou alors cette minorité de personnes qui gèrent le monde aujourd'hui, prend l'initiative, en tout cas, d'empêcher le public à s'intéresser, justement, à des connaissances essentielles même pour sa propre vie, pour le laisser, en tout cas, se laisser entraîner par des choses pas comme les autres. On voit d'ailleurs sur les plateaux de télévision de partis politiques qui s'insultent. Là encore, ça apporte plus de vues sur Facebook. On se retrouve avec des gens qui discutent sur des sujets banals qui n'ont rien à voir en fait avec la construction de nos nations à venir. C'est ça aussi de la manipulation. Oui, c'est à la fois de la manipulation et de la désinformation. Écoutez, moi j'apprécie la chute de... notamment ce qu'on appelle les intelligentsia, c'est-à-dire qui sont appelés les intellectuels, qui sont en fait les relais de la pensée résiduelle, comme quelqu'un l'a pu le dire. Et ça participe un peu de l'amusement de la galerie publique. Pourquoi? Parce que, écoutez, le bourreau, si le bourreau peut vous accorder quelque chose, c'est tout sur la liberté. Oui. Et c'est justement ce que vous évoquez, vous mettez sur la table. C'est-à-dire que vous avez justement de la distraction qui s'est faite sur le plateau et ces temps sont là. Et nous avons également oublié notre élément de... On oublie les sujets fondamentaux. Hein. Vous avez également, nous avons, je m'en voudrais de qu'on soit de ce plateau sans évoquer également cet aspect de la manipulation, de la peur, de la psycho, c'est-à-dire les sexes pernicieuses. Oui. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que pour grandir et pour vous mettre en sécurité, il faut devenir franc-maçon, il faut devenir ceci ou cela, il faut entrer dans un cercle ésotérique. Ça c'est également, ça fait partie justement des éléments de la consommation, de la pensée résiduelle, qui ne sont importés. Pour revenir aux questions fondamentales, écoutez, même ce que j'appelle les animateurs politiques, oui. Écoutez, ils sont dans le même moule, c'est le produit du même champ, c'est-à-dire la pensée résiduelle. La preuve, comme j'ai également l'habitude de le dire, lorsqu'il vous parle, n'est-ce pas, de changement, par exemple, c'est là qu'on pour le Cameroun, c'est là vrai également pour les autres pays du continent africain. Vous allez constater que ces mêmes gens sont dans un même couloir quelque part à Paris, à Abidjan, je veux dire à Washington, en Grande-Bretagne ou à Bruxelles. Mais vous parlez de changement, mais de changement de quoi? De casting d'hommes ou de système. Ils ne vous parleront jamais de changement de système parce que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'ils vont... En fait, nous sommes dans un système, mais on vous parle d'un changement de système. Non, c'est-à-dire qu'ils sont dans un système, mais vous parlez de changement d'hommes. Ce sont les hommes du système que le système a contribué à former et à fabriquer, mais vous dites qu'ils vont changer le système dans lequel ils se trouvent. Mais c'est absolument faux. C'est-à-dire là également, c'est de la manipulation. Maintenant, pour ce qui concerne le nombre de vues, cela participe de l'inculture d'une manière générale. Et quelquefois, j'ai envie de dire
de l'illettrisme en fait. C'est-à-dire que faites publier une vidéo qui parle de la réflexion pure, comme celle que nous sommes en train de mener sur ce plateau. Et à côté, vous publiez, n'est-ce pas, une vidéo assez... d'une femme nue, disons-le comme ça. Vous aurez plus de nombre de vues sur la vidéo. 1 million. C'est une vidéo grivoise Oui. que sur une vidéo qui parle de la pensée pure. Grivoise. C'est ça qui s'agit. Il a utilisé le mot grivoise. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce genre de mots. Oh, vous aurez plus de vues sur la vidéo grivoise que sur la vidéo qui justement fait élo de la pensée puis de la réflexion. Bien sûr. C'est ça qu'il s'agit. Donc, vous comprenez donc quel est le niveau de compréhension d'inculture des uns et des autres, de la distorsion même. Donc, je pense, écoutez, j'ai vu que certaines choses, puisque vous parlez des vidéos sur le nombre de vues sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui ont engagé une sorte de guerre médiatique par plateforme interposée entre le nombre de vues de certaines chaînes de télévision et le nombre de vues des autres chaînes de télévision. Je dis, c'est pas possible. On vous comprend parfaitement, Albert. Donc moi, je pense que il est essentiel quand même qu'on revienne aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'on cesse de croire que les instruments, soit de communication, que les instruments de civilisation des autres sont les meilleurs. Et c'est ça le problème, parce que nous avons beaucoup de compatriotes malheureusement qui sont allés dans cette école, mais qui ont malheureusement perdu leur sens critique, parce que moi je pense que si j'ai 2 livres qui posent la même problématique, ou 3 livres qui posent la même problématique, il va quand même que je me fasse ma propre opinion. C'est fondamental. Et c'est le b.a.-ba de la pensée et de la réflexion. Donc, il est à mon sens essentiel qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on se réapproprie d'abord notre système éducatif, parce que les éléments du système éducatif qui sont actuellement... Vous allez nous dire également en fermant les frontières. Aliénés, c'est absolument aliéné, c'est pas ça, ça ne véhicule pas notre environnement, notre culture, notre histoire, non du tout. Maintenant, fermer les frontières, oui, je crois que c'est même essentiel, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où vous avez, c'est une parenthèse, à partir du moment où vous avez des gens qui pensent que votre continent est leur avenir, et que votre avenir, c'est ailleurs que chez vous, il faut fermer les frontières. Et pour fermer ces frontières, il faut un changement de contrat social. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'était juste une parenthèse que j'ouvrais et que j'ai refermée. Pour revenir à votre question, je crois aujourd'hui que les éléments, nous avons mis sur la table les éléments de distraction, les éléments de peur, les éléments de psychose et de manipulation. Et chacun sait que ces éléments de manipulation sont le produit des autres qui viennent de l'autre côté et relayés par les endocolons. Ça, c'est important. La preuve, j'ai eu à le dire plusieurs fois sur ce plateau, quand nous prenons le contexte sanitaire actuel, vous allez constater que le lexique médical est importé. Le protocole sanitaire est importé. Oui. Les consommables médicaux sont importés. Mais finalement, qu'est-ce qui est endogène? Quel est l'élément qu'on peut présenter comme étant un élément africain dans cette affaire? Rien. Il y en a qui ont parlé de trouver des solutions endogènes à un problème qui vient de l'extérieur. Vous n'avez aucun élément, aucune solution endogène. Or, vous avez des agrégés, des professeurs en médecine, et tout ce que vous voulez. Vous avez des ingénieurs qui sont dans des grandes écoles, qui ont, pour certains, la faculté de pouvoir nous produire des solutions, mais qui sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas dans le système. Donc, je crois qu'à mon sens, pour qu'on puisse changer de paradigme, il me semble qu'il faut d'abord changer le contrat social et mettre en avant le mérite et non justement la subjectivité. Le mérite et non la subjectivité. Vous avez justement l'occasion de le faire, d'en parler. Parlons justement de cette autre manipulation, celle d'encourager la médiocrité. Cette idée rejoint justement la précédente que soulignait d'ailleurs Albert Anatola ici, qui est de maintenir le peuple dans l'ignorance par une éducation pauvre. Il s'agit alors en plus d'encourager le peuple à se complaire dans la médiocrité. Par l'usage des médias notamment, on fait croire qu'être bête, qu'être vulgaire, qu'être inculte, c'est cool. C'est ça l'objectif, M. Goss. C'est-à-dire que si vous avez un peuple qui n'est pas capable de s'élever, oui, qui n'est pas capable d'arriver au niveau le plus élevé de la science, vous le maîtrisez. Il y a rien de plus manipulable, de plus malléable, de plus simple à
à triturer dans tous les sens qu'un esprit niais. Moins vous êtes cultivé, plus vous êtes malléable. Et vous remarquerez que la première chose la première recommandation du FMI et de la Banque mondiale à la fin des années 80, au milieu des années 80, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, oui, c'était de dégrader, de financer moins le système éducatif dans les pays africains et de dégrader totalement la transmission, la production, la conservation et l'assimilation des savoirs. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un projet, celui dans lequel les gens se sont complus, santé pour tous en l'an 2000, mais également un certain nombre, le 21e siècle qui arrivait, qui serait un nouveau siècle des Lumières. L'Occident n'avait qu'un seul objectif, c'est de contrôler l'Afrique. Donc, si vous dégradez la qualité de l'éducation, vous dégradez tout de suite, vous rendez tous ces gens-là facilement malléables. Souvenez-vous du discours de Léopold. Souvenez-vous du Code noir. Oui. Toutes ces choses-là disent la même chose. Hein. Les gens répètent la même chose contre vous depuis des siècles, mais les gens font ici chez nous comme s'ils ne comprennent pas, comme s'ils ne savent pas de quoi on parle. Parfois, on ne lit pas aussi. Ben, écoutez, ils ne lisent pas, ils regardent au moins la télé, mais vous dites ça depuis combien d'années? Depuis 10 ans. C'est depuis 10 ans que ça, alors, je le dis, depuis 10 ans, vous le répétez aux gens. Là, vous ne leur demandez pas de lire, vous leur demandez de regarder la télé, qu'ils aiment bien. C'est tout. Vous êtes dans un projet immense qui a pour but de vous transformer en idiots, de vous transformer en des personnes qui n'ont aucune connaissance. Parce que de toutes les manières, on va venir vous dire, oui, mais vous avez en Afrique un certain nombre de personnes qui dirigent vos pays. Et le FMI va venir discuter avec ces personnes pour évaluer votre programme économique. Mais le FMI, c'est qui? C'est votre ministère du contrôle supérieur de l'État? C'est votre contrôle de gestion? C'est qui? Pour qu'ils viennent s'immiscer jusque dans la programmation de... C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise un hôpital à tel endroit, il y a nos compatriotes qui n'ont pas de route à tel endroit. C'est le FMI qui doit venir vous dire ça. C'est parce que en réalité, vous avez en face des personnes incapables de se lever jusqu'à un certain niveau. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Malheureusement la vérité. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre que on réunisse 14 ou 15 ministres des Finances face à un ministre des Finances d'un autre pays, et on va leur dire, bon, la monnaie là, voilà comment on va faire. Mais qu'est-ce que ce type sait des problèmes que la dame qui est au carrefour de Bonaloka ici, qu'est-ce qu'il en sait? Il connaît les problèmes de cette dame. Pourtant, le ministre camerounais de l'économie ou des finances est censé, je n'ai pas dit qu'il connaît, mais il est censé connaître les problèmes de la dame qui est au carrefour de Bonaloka ici. Et ça, quand vous regardez derrière, il y a deux images que je voudrais vous présenter pour mieux illustrer ce que je dis. Oui. Pendant la guerre d'indépendance au Cameroun, même comme les gens vous diront qu'il n'y a jamais eu de guerre d'indépendance, voilà exactement le genre de choses qu'on va faire accepter aux gens. Parce que si vous dites que vous avez fait la guerre pour vous libérer, même si vous avez été battu, ça veut dire que vous êtes courageux. Gratuitement. Oui, ça veut dire que vous êtes courageux et vous avez une certaine idée de vous-même, une certaine fierté, et que vous êtes ça vous valorise. Oui, ça vous valorise. Et vous pouvez donc essayer à nouveau, et vous allez un jour finir par vous libérer. Vous êtes donc réfractaire à la domination et à la mise en esclavage. Mais on va vous dire non, vous n'avez jamais eu ce genre de choses, on ne vous en parle pas. Mais nous, comme on sait quand même que ça a eu lieu, et que de toute façon c'est la vérité historique que nous restituons, pendant la guerre d'indépendance qui a eu lieu au Cameroun, l'une des images fortes, c'était les têtes coupées. Oui. Les colons, les soldats de la puissance tutrice coupaient les têtes des combattants de la liberté, des nationalistes, et les pendaient sur des pieux à un certain nombre de carrefours dans les places du village. Ça, c'est pour susciter l'effroi, la peur. L'autre élément, c'est un film très amusant qui s'appelle Le Diable s'habille en Prada. Vous vous souvenez quand le styliste... Le Diable s'habille en robe bleue. Voilà. C'est en Prada. Non, Le Diable s'habille en Prada. C'est un autre film. Mais il y a également un film qui s'appelle Le Diable s'habille en robe bleue. Alors, dans le film Le Diable s'habille en Prada, oui, il y en a un autre qui est comme ça. Dans le film Le Diable s'habille en Prada, le styliste qui travaille donc avec la grande dame qui joue le rôle en fait d'Anna Wintour, lui explique à la jeune assistante qui ne savait pas s'habiller
Mais vous comprenez rien à ce que c'est que la mode. Vous pensez que quand vous avez porté la couleur rouge ou la couleur rose, que c'est devenu de votre propre esprit, c'est vous qui avez décidé. Non, il y a eu un défilé qui a eu lieu il y a 20 ans et on a décidé de repenser les couleurs. Et il y a un jeune homme qui un jour est allé à l'école et qui a fait ses études de mode et qui est devenu styliste et qui a estimé qu'il fallait reprendre un concept d'il y a 20 ans et de le repenser. Et c'est ça qui vous donne le pull que vous portez aujourd'hui. Et vous pensez que c'est vous qui avez réfléchi? Pas du tout. Pas du tout. On a pensé pour vous, on vous a habillé. Voilà ce qu'il lui dit. vous êtes... Et ça, c'est la société de consommation. C'est-à-dire, on crée d'une part, sur le plan politique, oui, une société d'effroi dans laquelle vos opinions doivent être réfrénées. Vous réfrénez totalement vos opinions, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Même si cela va en réalité contribuer à ce que ce soit le monde entier qui vive mieux, on ne l'accepte pas. Et donc, on va s'assurer que vos opinions sont réfrénées, brimées totalement. On s'assure que vous les gardez pour vous et vous ne les exprimez pas. Et vous ne faites rien pour que le monde s'améliore. Vous n'y contribuez pas. On n'a pas besoin de vos contributions. Pas du tout. Et on suscite l'effroi. On suscite l'effroi. Et c'était l'une des techniques des esclavagistes. Quand on arrivait dans un port, on se mettait à bombarder une ville côtière africaine. On bombardait la ville pour rien. Mais en bombardant la ville et en créant donc le feu, les explosions, ça suscitait un tel effroi que les gens avaient peur et se rendaient. Et les négriers remplissaient simplement leurs bateaux. Et c'est l'une des techniques utilisées encore aujourd'hui. Lorsque on fait de gros débarquements dans le Sahel, vous avez des rotations d'avions, on bombarde partout, etc. C'est en fait pour susciter de l'effroi. Mais toutes ces choses vise quoi? C'est de la propagande. Tout ça n'est que de la propagande. Et cette propagande se fonde sur un certain nombre de principes. Par exemple, on ne vous dit pas quels sont les vrais intérêts. Quand les négriers venaient bombarder, vous ne disiez pas qu'ils venaient chercher les esclaves. Ils venaient bombarder, ils étaient en exploration, ils faisaient un certain nombre de choses, et après, on ramassait des esclaves. Mais le fond du problème, c'était en réalité comment développer l'Europe. Et vous avez aujourd'hui toutes ces personnes, vous aviez toutes ces personnes avec les têtes qui avaient des pieux, on suscitait cet effroi, on vous disait que c'était les combattants de l'UPC qu'il fallait combattre, et que ces gens-là étaient violents, etc. C'était des maquisards, on leur a même donné le nom des assassins, etc. Des rebelles, là. Oui. Non, on les appelait jamais rebelles, on les appelait maquisards. Parce que la différence entre un rebelle et un maquisard, c'est que le rebelle, c'est quelqu'un qui, justement, s'est rebellé contre quelque chose, oui. C'est quelqu'un qui a des opinions politiques. Le maquisard, mais c'est un bandit, un grand chemin. Même pas barbare, même à la limite, ça donne l'idée que ça peut renvoyer au barbare allemand, c'est-à-dire au barbare viking, donc qui était fort. Non, le maquisard, c'est le bandit de grand chemin. Or, vous voyez à quel niveau tout le discours historique et politique et géopolitique, vous voyez à quel niveau ça a réduit les nationalistes et les indépendantistes africains. C'était des Camerounais particulièrement, c'était des maquisards. Donc c'était des bandits. Ils ne sont même pas des rebelles parce que pire, ils ne peuvent pas être des révolutionnaires. Parce que si vous en faites des rebelles et des les a réduits. Vous en faites des gens qui ont la capacité de s'élever au niveau politique. Et Achille Mbembe fait bien de dire que Oumyobé restaurait, redonnait par sa pensée politique, celle de ses camarades et par l'UPC, il restituait aux Africains le statut de peuple. Il redonnait aux Camerounais le statut de peuple. Donc, on nous donnait la capacité de élever à nouveau au niveau politique. Or, le niveau politique, c'est le niveau de la conscience, le niveau de la théorisation, le niveau des concepts. Donc, le niveau où vous revendiquez la liberté, parce que vous savez ce que c'est que la liberté. Mais on dit que vous n'êtes pas ça. Vous êtes des maquisards, vous êtes des bandits. Un bandit fait quoi? Un bandit vole pour manger. Un bandit vole pour essayer d'aller voir sa copine qui lui a dit « Je n'ai pas de montre ». C'est ça qu'on a réduit l'UPC, et de grands guerriers comme les Makanda Maputo font être simplement traités de maquisards et de tueurs. Donc, faites attention à tout ce qui appelle les autres des tueurs. Donc, en réalité, vous êtes dans une situation où, en fait, les gens ont pensé le monde d'une certaine façon, et ils vont utiliser donc les trois éléments dont vous parlez, en réalité, comme c'est des outils. Oui. On vous cache les intérêts qu'on poursuit, on vous distrait du vrai combat. C'est pour ça que les Camerounais, pour la plupart à cette époque, il y avait des bourses faciles. On va dire non, allez, il y a des bourses d'études, il y a ceci, et on recrutait facilement les gens dans la fonction publique, qui est pléthorique. On le fait encore aujourd'hui par des recrutements spéciaux quand la situation politique, sociopolitique devient explosive. On va recruter 25 000, on va recruter 15 000, 1500, etc.
Alors que le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est qu'il faut pérenniser un système. Et on va toujours diaboliser celui qui est en face. Pourquoi on diabolise l'UPC alors que l'UPC demandait une seule chose, de respecter les accords de tutelle de 46. Les puissances tutrices devaient partir du Cameroun en 56. Pourquoi elles sont restées? Et aujourd'hui, elles ont créé un faux problème qu'on appelle, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si elles étaient parties en 56, le Cameroun était devenu indépendant, on n'aurait jamais eu ces problèmes aujourd'hui. Donc, les gens manipulent l'histoire selon leurs intérêts, oui, et ils le font dans le but de maintenir un certain contrôle de l'humanité. Et ce contrôle de l'humanité passe par un certain nombre d'idées qui sont distillées à longueur de journée à travers un certain nombre de supports dont les plus importants sont, si vous voulez, les instruments de socialisation. L'école, les médias, la famille même, la religion. Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Oui. Mais pourquoi il parlait d'opium? Mais l'opium, c'est quoi? C'est une drogue. Et cette drogue-là, l'opium c'est une drogue qui fait de vous une personne malléable. La religion est l'opium du peuple. Donc vous consommez de la religion et vous devenez quelqu'un de malléable. On vous manipule comme on veut. Et ça permet d'en faire des personnes corvéables à merci. Ce que les gens cherchent à travers la peur, oui, à travers la distraction, on va s'assurer que vous ayez tellement de distractions à travers le pays que vous n'avez même plus le temps de réfléchir. Il y a quelque chose à faire. Sur les vrais sujets. Les vrais sujets sont ardus. Ils sont ardus. Et les vrais sujets demandent une sorte d'ascétisme. Sauf que si vous cassez donc la tendance à l'ascétisme, ce qui va se produire, c'est que vous avez des gens corvéables. Souvenez-vous d'un certain nombre de discours qui sont sur Internet, où on vous dit, par exemple, en ce qui concerne spécifiquement les Africains, donnez-leur de la danse, donnez-leur à manger, et assurez-vous qu'ils mangent beaucoup de sucre. C'est le plus grand addictif qu'on puisse avoir. C'est pour ça que de plus en plus, ce que nous mangeons a du sucre tout le temps. Si vous mangez beaucoup de sucre, vous êtes facilement manipulable. Ça, on ne le sait pas, mais c'est ça la vérité. Et donc, on va demander aux gens de consommer énormément de sucre sans tenir compte du fait que ça provoque des cancers. C'est ça la cause principale des cancers. Donc, vous allez avoir une alimentation qui contient essentiellement du sucre ou beaucoup de sucre. Et vous allez avoir beaucoup de discours qui vont renvoyer subtilement au sexe. Chaque fois que, parce que l'énergie la plus importante dans l'univers, c'est l'énergie sexuelle. En tout cas, pour l'humanité, c'est l'énergie sexuelle. Donc, les discours seront essentiellement liés au sexe. Les femmes sont belles, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les hommes sont comme ça. On va vous parler essentiellement de ça. Donc, des gens qui consomment énormément de sucre, qui ont des discours, qui entendent tout le temps des discours qui sont liés au sexe, ce sont des personnes corvéables à merci, ce sont des personnes manipulables. Et donc, vous coupez dans cette société la capacité de réflexion. Pour restaurer cela, pour que nous puissions libérer les masses aujourd'hui, vous voyez que ce ne sera pas seulement un problème de discours. Ça va être également comment nous alimentons nos peuples. Mais les gens ne le savent pas, mais il y a des peuples dans lesquels on ne consomme pas du lait de vache. Il y a des peuples dans lesquels le sucre, il y a des pays dans lesquels le sucre, la consommation de sucre est fortement réglementée. Pour quelles raisons tout cela est fait? Mais tout cela est fait parce que certains peuples ont senti le danger. Ont senti ce danger-là. Et nous devons donc aujourd'hui susciter des leaders qui disent ou qui rappellent ou qui sont capables de se fonder sur nos valeurs traditionnelles, qui sont des valeurs telles que tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde a le droit à la parole ne signifie pas que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous avez la capacité de prendre la parole en public. C'est pour ça qu'on vous prépare. Mais est-ce qu'on prépare les jeunes d'aujourd'hui à prendre la gestion de leur pays en main? Est-ce qu'on les prépare aujourd'hui à adresser les problèmes de fond auxquels ils sont confrontés? Lorsque vous avez un pays dans lequel des jeunes gens font des partous, on les exclut de l'école. Où est la manipulation? Mais vous prenez une distraction et la distraction, vous la renforcez par de la peur. Et vous avez l'impression d'être en train de construire une société? Pas du tout. Mais ces jeunes gens ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient désœuvrés. Ils étaient désœuvrés. La question de l'organisation dont nous avons parlé avec Vladimir Poutine. Vous devez avoir du temps. Si ces jeunes gens savaient que je suis à l'école de telle heure à telle heure, et quand je ne suis pas à l'école, je suis à la bibliothèque. Quand je ne suis pas à la bibliothèque, je suis dans un terrain de sport. Quand je ne suis pas dans un terrain de sport, je suis à la maison en train d'aider mes parents. Du temps dédié pour chaque chose. Ils ne se retrouveraient pas à faire quelque chose qui
qui ne peut pas être prévu dans l'emploi du temps d'un adolescent. Et donc, en fond, il y a des gens qui ont l'impression depuis le début de notre discours que ce n'est pas eux les responsables. Les responsables de la manipulation que subissent les peuples africains, de la peur que subissent les peuples africains et qui les terrorisent et qui les expose à toutes les maladies, même imaginaires, qu'on leur envoie. Les personnes responsables de tous les mensonges qu'on gobe. Évidemment, la société occidentale est fondée sur un noble mensonge décliné par Platon depuis dans la République et qui a été repris par les penseurs chrétiens, catholiques et qui aujourd'hui, sur laquelle est fondée toute la politique et toute la vision sociale de l'Europe. Et donc, ces mensonges-là, il faudrait bien que nous ayons des gens qui puissent y dire non. Et naturellement, quand on parlait de distraction, c'est de comment nous pouvons organiser notre société. Les responsables de tout cela. Ce qui, si jamais nous continuons à le subir, il est 9h22. Si à 9h23, nous continuons à les subir, c'est nous dirigeants politiques. C'est eux les responsables et c'est la politique qui doit organiser, structurer tout ça pour que les masses se libèrent. Mais si les responsables ne le font pas, le peuple va prendre ses responsabilités forcément à un moment donné lorsque des émissions comme celle-ci seront également répétées. Parce que autant pour que le mensonge passe, il faut de la répétition. Je crois que c'est pour là qu'il parlait de Goebbels. Oui. Autant l'enseignement est basé sur la répétition. Les enseignants le savent, la répétition est la mère de l'enseignement. Donc le travail qu'on fait depuis 10 ans va forcément porter ses fruits. On espère tout simplement que ça portera ses fruits. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages et on va se séparer ce matin. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour à vos invités, surtout à Yamb, que j'adore les arguments. C'est une dame d'ailleurs, hein, il faut le préciser. Ah, il a de la chance. Bon, vous avez de la chance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir Dibiès, salutations fraternelles à tous et vraiment bravo pour le très haut niveau de cette émission. La thématique est brillamment choisie et non moins brillamment analysée. Bravo encore, très belle fin de semaine à ceux qui sont à Yaoundé demain. N'oubliez pas les universités panafricaine, 3e édition, c'est quoi, mais ce n'est pas demain. C'est le 27. À Yaoundé. Vous êtes déjà pressé? C'est quoi, mais qui nous écrit? Bonjour Monsieur Singos et à tous les prestigieux invités éternisés de sa matinale. C'est trop de gentillesse qui nous tue. Les Africains, on nous vole et nous traite comme des esclaves chez nous. Matin, midi et soir et on observe sans rien faire du tout. Je suis très sidéré ce matin, mon frère Ngos. J'ai des frères qui travaillent dans une société chinoise à Yaoundé et à Idéa. Je vous jure, c'est le femme-là. Il travaille de 6h à 18h et c'est de lundi à dimanche. Quand ils boudent les Chinois, les frappent et les disent qu'ils sont amis avec le président Paul Biya. Expliquez-moi mes frères, comme qui travaillait dans ces sociétés-là. C'est encore normal ça? C'est très grave, monsieur Steve Ngos. C'était Robert Godin, militant du NMP. Excellente journée à vous, sous l'abri du Très-Haut. Merci également à vous, hein. Précision faite. Le nom de la société. Je connais la société. Elle est du côté du pont de la Dibamba. Faut également le préciser. J'avais demandé à plusieurs de ces gars de venir sur le plateau. Ils ont refusé, ils sont rentrés travailler. Nous, on ira vers eux. D'accord. Allez savoir. Bonjour Didier, ce matin, c'est avec un grand plaisir pour moi de me faire enseigner au travers vos apports de lavage du cerveau, car surtout nous, Africains, nous sommes trop manipulés. D'abord, par ailleurs, Rodrigue depuis le Mali. Bonne émission à vous. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Mali. Bonjour le panel, je me sens vraiment fier et heureux tous les matins devant mon poste téléviseur en vous suivant. S'il vous plaît, messieurs, conseillez à toute la jeunesse africaine de lire le livre Le Poisson Blanc. En lisant ce livre, je pense que l'heure de libération de l'Afrique a sonné. C'est les prophéties de ce livre qui le confirment. Courage à vous. C'est lui, depuis Lomé au Togo, qui nous a écrit également, lui, ce matin. Bonjour le plateau, je suis colonel depuis le camp Sonnel au Yoma Ban. Vraiment, j'aime le thème du débat. Tout ce que vous soutenez est vrai, mais très triste. Vous avez généralement, si un individu ne reconnaît pas qu'il est dans l'obscurité, alors il ne cherchera jamais la lumière, et c'est le cas de l'Afrique. Merci à vous, colonel, hein, qui nous regardez depuis Oyoma Ban. À vous également, il n'a pas donné son nom, pas pour... vous devez le comprendre. Bonjour Steve de la télévision DBS. C'est en vérité, il faut dire la vérité au peuple et surtout le continent d'Afrique. Écoutez et continuez à travailler. Merci également à vous. On va continuer à dire la vérité. Bonjour Steve Ngos ainsi qu'au panel. Merci pour ce thème qui réjouit et qui rejoint tous les autres déjà débattus et à venir. La manipulation est vraiment pernicieuse et surtout la religion occidentale utilisée par les colons.